Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Comparer les mondes scolaires, enjeux culturels, politiques et scientifiques. L'étude comparée des politiques de l'école et du travail des enseignants, vers une perspective critique. Jenny Osga, Université d'Édimbourg. Introduction. L'objet de ce chapitre est d'examiner les différents arguments qui plaident en faveur d'une approche critique de la comparaison des politiques scolaires et du travail des enseignants. Les éléments clés de l'argumentation sont résumés ici, brièvement, et seront ensuite développés. En bref, nous considérons qu'un travail comparatif sur les enseignants doit concéder que le travail des enseignants est contesté dans la période contemporaine, et qu'il y a un débat politique en cours sur la définition même de l'enseignant, ou comme Popkewitz, 1998, l'exprime, un débat sur l'âme de l'enseignant, qui a des conséquences significatives sur les conceptions de son rôle et de sa fonction sociale. Ce débat n'est bien sûr pas nouveau. Cependant, la vitesse et l'ampleur des récents changements et la montée de politiques à caractère transnational instituant l'éducation en tant que pivot de la nouvelle économie, celle du savoir, engendrent des pressions politiques autour de la définition d'un enseignant modèle, Smith, 2001, mettant l'accent sur les aspects mesurables de son travail, notamment son efficacité. Dans le même temps, le travail enseignant, Teacher's Work, en tant que pratique sociale, est mis au défi de promouvoir chez les élèves une capacité collective à exercer une responsabilité politique. Connell 1995/100. Nous faisons l'hypothèse que le potentiel de médiation de ces politiques, dans ce qu'elles présentent d'homogénéisant et de restrictif, dépend des ressources intellectuelles, culturelles et réglementaires auxquelles les systèmes éducatifs et les enseignants ont accès. Nous incluons dans ces ressources des discours alternatifs sur les objectifs de l'éducation, qui questionnent les discours politiques contemporains et la possibilité de relier ces ambitions à la pratique pédagogique, et aux problèmes clés auxquels confronte l'action éducative, ceux qui sont liés notamment à la précarité et ses effets sur la réussite et les résultats scolaires, à la désaffection des jeunes face à l'école, etc. Ce chapitre recouvre donc deux principales préoccupations, l'une théorique, concernée par l'analyse comparative des évolutions du travail des enseignants, l'autre, moins conventionnelle, qui envisage les politiques de réforme de l'enseignement dans le contexte d'un changement global, et explore comment une approche critique de ces évolutions en contexte peut dévoiler des processus d'adhésion ou au contraire de résistance au changement. À cette fin, le chapitre présente des témoignages d'enseignants de toute l'Europe sur leur travail dans ce contexte de changement de la gouvernance en éducation, et examine comment la recherche comparative sur l'école et ses enseignants peut fournir des ressources pour la médiation et la critique de ces tendances, et lui éviter ainsi le risque de devenir elle-même un instrument d'accompagnement de ces politiques. Concernant le premier point, nous considérons que la définition du travail de l'enseignant est problématique dans le contexte actuel, car on requiert du professeur simultanément de savoir reconnaître et soutenir la diversité, de développer la responsabilité et l'autonomie chez l'élève, de promouvoir la responsabilité sociale et la solidarité, tout en assumant des injonctions à une rentabilité de l'éducation et une compétitivité internationale dans ce domaine. Les enseignants sont bien souvent perçus par les décideurs politiques comme des obstacles pour atteindre ces ambitions contradictoires, et donc comme un problème politique, ce qui contribue en soi à une politique inadéquate face à la profession. Concernant le second point, nous considérons que la recherche comparative en éducation court le risque de devenir un soutien au processus actuel de la gouvernance éducationnelle. La recherche comparative tend en effet de plus en plus à suivre l'exemple des agences internationales et des gouvernements, en réduisant l'éducation à de simples faits comparables, traduisibles dans des indicateurs de performance. Or, comme Novoa et Yariv Mashal, 2003/437, le soulignent, l'attention de la recherche comparative ne devrait pas être portée sur des faits ou des réalités mais sur des problèmes. Par définition, les faits, les événements, les pays, les systèmes sont incomparables. Seuls les problèmes peuvent constituer la base de comparaisons complexes. Nous inscrivons donc le travail comparatif sur l'école et les enseignants dans un cadre d'analyse politique, lié aux tendances globalisantes des processus d'élaboration des réglementations, et au sein de ce vaste programme,
nous examinons comment certaines tensions entre le global et le national-local se développent. Comme le souligne Appadurai, il est important de reconnaître les effets de ce qu'il appelle la globalisation vernaculaire, c'est-à-dire la façon dont les tendances globales sont transformées par l'histoire de chaque culture et par les politiques nationales, Appadurai 1996. Cette idée est développée par Jones et Alexiadou, 2001, dans la distinction qu'ils proposent entre les politiques nomades, traveling policies, et les politiques enracinées, embedded policies. Les politiques nomades se réfèrent à l'activité des agences supra- et transnationales, aussi bien qu'aux politiques communautaires. Par exemple, la refonte des objectifs éducatifs en termes de compétences afin de développer le capital humain dans une société de l'information. Les politiques enracinées se déploient dans des espaces plus locaux, qui peuvent être nationaux, régionaux, où les problèmes identifiés dans un contexte global se diffusent parfois à l'encontre des priorités et des pratiques existantes. Cette distinction permet de mettre en évidence l'influence prépondérante de la médiation culturelle dans l'analyse des phénomènes éducatifs, car elle traduit des enjeux d'appropriation et de redéfinition en contexte de problèmes posés globalement. La mondialisation et les politiques globales. La mondialisation est entendue ici comme la tendance généralisée à la conduite d'une modernisation des politiques et de l'action éducative. Sa particularité est notamment de renforcer les liens entre l'éducation et l'économie. L'État-nation est aujourd'hui confronté aux tensions liées à un espace concurrentiel élargi au niveau mondial, mais aussi à la montée d'une insécurité et d'une incertitude des sociétés européennes face à la mondialisation. Car cette mondialisation de l'espace concurrentiel dans tous les domaines, y compris éducationnels, ne bénéficie pas à tous. Il y a des manifestations géographiques visibles de cette croissance économique inégale. La précarité et le travail laborieux, poor work, se développent dans les mégapoles en émergence. Ils s'accompagnent d'un développement urbain polarisé et d'une désindustrialisation d'anciens bassins industriels prospères, Madanipur et al. 1998, Sasson 1998. Ces inégalités ne sont bien sûr pas nouvelles, mais elles sont intensifiées par la mondialisation. Ces pressions, selon Castells, 1998/2, produisent un changement structurel qui modifie les contextes macro-sociaux et macro-politiques qui façonnent et conditionnent l'action sociale et l'expérience humaine. Dans ce contexte de changement mondial, des réponses standardisées à ces transformations se développent, articulant des idées et un discours d'accompagnement qui réorientent et reconfigurent les politiques nationales d'éducation, à travers toute une série de nouveaux outils de régulation, Lingard 2000. Ce discours est marqué par l'influence anglo-saxonne, comme Stromquist le remarque. La diffusion des idées essentiellement anglo-américaines qui concernent l'efficacité, le fait de rendre des comptes, accountability, le contrôle qualité, transforme l'école à travers le monde en une pâle copie des compagnies privées. Stromquist 2002/262. Cette redéfinition s'appuie sur des politiques favorables à ces changements éducatifs, qui promeuvent une panoplie de mesures nouvelles. La standardisation de programmes scolaires nationaux. L'introduction d'un modèle d'éducation fondé sur l'acquisition de compétences, promouvant l'apprentissage tout au long de la vie. La définition d'objectifs de performance, adressés au système éducatif et aux établissements scolaires. L'introduction d'évaluations nationales. La gestion autonome des établissements scolaires. La libéralisation du choix parental. La concurrence inter-établissements. L'imputabilité des enseignants, Teacher Accountability. L'assurance qualité, à travers les inspections. La fixation des salaires en fonction des performances. Ces principes sont appuyés par des rhétoriques et des stratégies cohérentes. L'éducation doit répondre aux besoins économiques. On considère comme axiomatique une éducation qui fournit le capital humain pour l'économie du savoir. Le changement doit être rapide, doit pénétrer la culture enseignante, et un fort leadership est essentiel pour la réussite du projet de modernisation de la profession. La compétitivité internationale en matière d'éducation est nécessaire, afin que chaque État atteigne un standing mondial, World Class Status, mesuré par des classements internationaux basés sur les performances aux examens.
Le monde de l'entreprise doit jouer un rôle central dans la modernisation de l'action éducative, même si son implication dans le monde scolaire varie selon les pays européens. L'action du système éducatif doit désormais s'organiser autour des principes de diversité et de différenciation plutôt que celui, abstrait, d'égalité des chances. Dans le contexte de l'Angleterre, qui présente sans doute le cas le plus avancé de modernisation du système scolaire en Europe, des mesures spécifiques ont pour but d'accomplir ce vaste programme, adapté de Gewirtz, 2000. Un régime d'évaluation nationale par lequel la plupart des élèves sont évalués annuellement de 7 à 16 ans. Des fonds distribués directement aux écoles qui soutiennent certaines initiatives, l'apprentissage lié au monde du travail, les écoles spécialisées. Le contrôle du nombre d'heures dédiées à l'apprentissage de la lecture, écriture et du calcul à l'école primaire et dans les premières années du secondaire. L'introduction d'un palier d'orientation vers une nouvelle filière professionnelle et technique pour les élèves de 14 à 19 ans. Un programme d'initiation aux techniques de gestion des entreprises visant à encourager l'entrepreneuriat. L'introduction de partenariats entre le public et le privé, encourageant l'investissement du secteur privé dans le système éducatif, gestion des établissements ou des enseignants remplaçants. La suppression des classes hétérogènes, au profit d'un enseignement par groupe de niveau. Des programmes nationaux pour la formation des enseignants avec une forte accentuation sur les compétences et les savoirs de base. La rémunération au mérite des enseignants, appuyée par un nouveau modèle de management des établissements et des personnels, performance management. Une diversification et une variabilité contextuelle accrue de l'offre éducative. Au cours des dernières années, on a ainsi pu constater en Angleterre une détermination particulière de la part des décideurs politiques à provoquer une mutation en profondeur du métier d'enseignant. On peut y observer notamment une volonté de décontextualiser l'enseignement et de le rendre flexible et réactif au changement, comme cet extrait d'un discours d'un ancien ministre de l'Éducation travailliste en témoigne. L'enseignement a trop longtemps voulu progresser à son propre rythme, sans se soucier des changements socio-économiques plus vastes dans le monde. Même si nous n'avions pas pris l'initiative de la réforme, et même si nous n'avions pas été confrontés à des problèmes de recrutement et de maintien en exercice des enseignants, il aurait toujours été bon pour le monde de l'enseignement d'évoluer, pour tenir compte des modifications, des circonstances et de la demande d'éducation. L'enseignement doit se remodeler lui-même afin de rester en prise avec les réalités. E. Morris, discours délivré à la Social Market Foundation, novembre 2001. Globalisation et dévolution. Avant d'aller plus loin, il nous faut introduire une complexité contextuelle supplémentaire. L'ambition de cet ouvrage est la comparaison de l'école et de ses enseignants en France et en Grande-Bretagne, ce qui signifie la comparaison entre la France et l'Angleterre principalement, mais aussi le pays de Galles et l'Écosse, qui ont chacun leur propre système éducatif. La Grande-Bretagne est en effet davantage une entité géographique que politique. L'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord constituent le Royaume-Uni et sont représentés et gouvernés par le Parlement britannique. Cependant, la décentralisation politique a eu pour conséquence la création d'assemblées en Irlande du Nord et au Pays de Galles et d'un Parlement écossais autonome, nouvelles institutions jouissant d'une délégation de pouvoir dans plusieurs domaines de la politique sociale, et notamment l'éducation. Ces changements sont importants pour notre propos, car cette délégation des pouvoirs, en anglais dévolution, a créé une nouvelle configuration des relations politiques au sein du Royaume-Uni. En Écosse par exemple, elle offre des possibilités nouvelles de médiation des politiques nomades, à travers le renforcement du soutien local en ce qui concerne l'adaptation de l'offre éducative au contexte écossais ou la préservation de la profession enseignante face aux nouvelles méthodes de management introduites en Angleterre. De façon significative, les gouvernants anglais s'appuient sur la mondialisation pour justifier les besoins de changement. Ces discours renforcent en somme l'idée d'une inéluctabilité de la mondialisation. Ils mettent l'accent sur les besoins de modernisation dans un environnement de plus en plus concurrentiel, et identifient les pratiques en vigueur, notamment dans les administrations publiques et particulièrement dans le domaine scolaire, comme des obstacles à une modernisation rendue nécessaire par la mondialisation.
Dans ces discours, les individus, enseignants et élèves sont seuls responsables de leur avenir. Ils doivent faire les investissements ad hoc. Cette construction discursive soutient, sans ménager d'alternative, la redéfinition du bien commun welfare, selon le modèle américain, et reflète des principes néolibéraux dont on trouve trace dans les politiques de l'école de la plupart des pays européens dans la période contemporaine. Les transformations dans l'administration de l'éducation et des enseignants en Europe, les résultats de l'étude EGSIE. Dans le cadre du projet EGSIE, à laquelle nous avons participé, a été mis en œuvre entre 1999 et 2002 un vaste programme de comparaison internationale des politiques scolaires, mené à l'échelle de 9 pays européens, auquel il faut ajouter l'Australie. Son objectif était de mettre en évidence les changements produits par les nouvelles formes d'administration scolaire, associées à des principes de conception néolibérale. L'étude fait prendre la mesure des changements récents intervenus dans l'administration, et la régulation des systèmes éducatifs et la gestion des personnels enseignants. Les nouvelles pratiques de management de l'éducation introduisent des changements dans le contrôle et l'utilisation des ressources et dans l'utilisation de la législation en tant que moyen de régulation de l'action éducative. Elles s'appuient également sur des mesures potentiellement contradictoires, telles que la décentralisation de l'organisation scolaire comme espace de responsabilisation, et le renforcement de modes de contrôle centralisés des écoles et de leurs enseignants. Dans chaque pays participant à l'étude EGSIE, avec quelques variations, la gestion financière a été transférée au niveau local, résultant en des changements dans les établissements en tant que lieu de travail, dans le contenu des programmes et dans les relations professionnelles, dans le management contractuel et dans l'évaluation des enseignants. La dérégulation est aussi visible dans le transfert progressif de l'allocation des ressources vers un niveau régional et dans l'introduction de mécanismes de prescription-supervision étatique qui génèrent une intensification de l'évaluation des enseignants et des élèves. Les réponses des enseignants à ces nouvelles formes de régulation ont montré que celles-ci avaient eu un impact important sur leur travail. Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats de l'étude concernant le travail des enseignants dans les pays concernés. Les enseignants européens face aux transformations de l'école et leur impact sur leur travail. Résultats de l'étude EGSIE. Les enseignants soulignent ainsi les contradictions entre une rhétorique vantant les mérites de la décentralisation et leur expérience concrète des nouveaux processus de management, notamment les pratiques d'évaluation et de contrôle. L'étude fait le constat dans les différents contextes de l'augmentation de la charge de travail et d'un sentiment récurrent de perte d'autonomie. Les professeurs parlent de leur saturation et d'une mise sous pression permanente pour améliorer leur performance. Ils soulignent une tension entre l'accroissement de leurs responsabilités et l'augmentation du rythme de travail. Quelques citations tirées des entretiens collectés dans une variété de contextes nationaux donnent un aperçu de la difficulté que les enseignants ressentent face aux missions multiples qu'ils doivent assumer. La prévention de l'exclusion ne peut être mesurée. Ça ne compte pas en tant qu'indicateur de qualité. Si vous avez réussi à changer la vie d'un enfant de manière à ce qu'il devienne un bon citoyen qui ne coûte rien à la société et qui ne commet pas de crimes, on vous dira que vous avez fait un travail remarquable. Mais cela restera invisible, ce ne sera pas pris en compte dans la mesure de la qualité. Un proviseur Finlande. La situation des élèves est certainement plus difficile de nos jours. Avant, l'effort était porté sur le soutien des élèves alors qu'aujourd'hui, on se tourne vers les résultats. En fait, il y a eu une polarisation. C'est peut-être lié à l'immigration. Vous verrez qu'il y a relativement peu d'immigrés dans les niveaux supérieurs du gymnasium. Plus vous descendez de niveau, plus vous trouverez d'immigrés. Ceux qui ont particulièrement besoin de soutien ne sont pas soutenus, on les laisse le bec dans l'eau. Un enseignant Allemagne. Nous savons que tous ces élèves ont besoin d'une aide particulière. Comment allons-nous la dispenser plus efficacement ? Nous n'avons ni le temps ni les moyens. Nous devons cultiver les compétences personnelles des élèves. Ils doivent être capables de penser de manière critique, d'être flexibles, de communiquer. C'est le futur avec lequel ils vont vivre, avec des changements radicaux dans tous les domaines, la technologie, la culture.
Mais avons-nous les moyens de faire ça? Est-ce que les examens tels qu'ils sont conçus permettent de faire ça? Un enseignant Grèce. Il y a des enfants qui ne savent pas comment se comporter dans une salle de cours, dans la rue, n'importe où. Certains viennent d'une culture totalement différente de la nôtre. Ils véhiculent des problèmes très difficiles à l'école. C'est le prix à payer pour la démocratisation. Un enseignant Portugal. Les habitants ne sortent pas de leur quartier et ne parlent pas suédois entre eux. Les objectifs établis par les autorités publiques nous posent problème. Ces enfants ne seront pas capables de travailler selon les attentes. Il n'y a pas assez de temps ni d'énergie. Un enseignant Suède. Parfois, ce que nous faisons ne va pas dans le sens des attentes de la communauté. Nous ne voyons pas nécessairement les choses de la même manière. Et ce que nous croyons le mieux, pour nos élèves, n'est pas nécessairement ce qu'ils voient comme étant le mieux pour leurs enfants. Un enseignant Angleterre. Ces extraits d'entretien illustrent certains dilemmes récurrents que les enseignants rencontrent dans leur pratique, et reflètent les défis contradictoires auxquels on soumet l'école, qui a vocation à promouvoir l'intégration tout en respectant les différences, qui est pressée de fournir des performances en promouvant dans le même temps des attitudes positives face au travail. Les enseignants semblent anxieux devant la complexité de ces demandes, et soulignent le potentiel d'accroissement des inégalités qu'elles peuvent générer. Les changements associés aux nouvelles formes de gouvernance dans les pays de l'étude OGSIE ont été ressentis par les enseignants comme une augmentation des exigences alors qu'on réduisait dans le même temps leur autonomie professionnelle. Ces nouvelles exigences adressées à la profession enseignante peuvent confronter de nombreux pays à une pénurie déjà bien perceptible en termes de recrutement et de maintien dans l'activité, même si l'OCDE plaide face à ces problèmes pour une plus grande diversification et une flexibilité des carrières enseignantes, OCDE, 2004. Ces solutions, largement pilotées par le marché, sont jugées appropriées pour apporter une réponse aux problèmes créés par le modèle néolibéral dans son traitement de l'école. Pour appuyer l'idée, évoquée plus haut, qu'il est important de considérer les différents contextes au sein de la Grande-Bretagne, on peut remarquer que dans l'étude OGSIE, l'Angleterre présente le cas le plus extrême de modernisation de l'activité enseignante et témoigne de l'importation la plus aboutie du modèle managérial dans les écoles. L'Écosse, en comparaison, a préféré opter pour sa traditionnelle approche démocratique de la redéfinition du métier d'enseignant, basée sur le partenariat et la consultation, Alexadiou et Osga 2002 sur 690. Cet exemple témoigne de différences fondamentales dans le projet sociétal de redéfinition du bien commun, welfare. Ainsi, l'Angleterre propose une intégration sociale sur les bases de l'attestation et de la preuve, EX, un indice de la bonne citoyenneté et le self-management et l'engagement dans le travail salarié, quand en Écosse, l'intégration sociale est basée sur le droit, EX, l'intégration comme droit fondamental du citoyen, OSGA 1999-2003. Cela souligne la nécessité d'être attentif aux différences qui peuvent ne pas apparaître significatives dans des comparaisons horizontales des cadres de qualification ou des structures de financement. Cela illustre également l'importance des ressources dont disposent les enseignants et qui ménagent la possibilité de construire un récit alternatif quant aux objectifs de l'éducation, et de jouer par là même un rôle de médiateur face aux tendances supranationales dans ce domaine. Nous allons à présent explorer une autre dimension mise en évidence par l'étude OGSIE, et qui a trait précisément au discours et à la médiation. La médiation des récits collectifs. L'idée de récit collectif a été développée dans le cadre de la recherche OGSIE, pour décrire la façon dont les pratiques politiques reflètent l'identité culturelle d'un pays, Popkewitz, Lindblad et Strandberg, 1999. Les entretiens avec les décideurs politiques signalent une volonté remarquable d'articuler de manière cohérente des récits collectifs qui donnent du sens à leurs actions face au changement et leur offrent la possibilité de pondérer les politiques nomades et de fixer ce faisant les limites de leur mise en œuvre dans des contextes locaux. Nous avons déjà souligné le phénomène de dévolution et ses effets sur les divergences entre les contextes anglais et écossais. Dans le projet, les études comparatives sur les deux systèmes ont produit des constats de récits collectifs construits par les acteurs politiques engagés au sein de ces systèmes.
Cela a aidé à éclairer nombre de différences, tels le rôle et l'influence accordés au monde de l'entreprise dans les affaires scolaires, ou les processus et les résultats des consultations sur la politique d'intégration, Alexiadou et Osga 2003. Les éléments de ces récits collectifs qui fournissent des ressources de pondération, dans le contexte de la mondialisation des politiques, sont, pour le cas de l'Écosse, ceux qui donnent à l'éducation une place centrale dans la construction d'un imaginaire national. L'idée de souveraineté populaire et le souci d'un pouvoir politique autonome et de proximité, comme rempart contre la crise et le changement, ont des racines profondes et fournissent des ressources pour la résurgence d'un investissement de la nation dans les décisions politiques qui la touchent, la création du Parlement écossais en 1999 en étant la manifestation la plus emblématique. En Écosse, les politiques redistributives encouragent un niveau plus local de gouvernement comme réponse à la mondialisation. Hearn, 2003. L'éducation constitue le cœur de l'identité nationale et établit un lien particulier entre l'identité culturelle et l'identité politique des Écossais. Un récent essai, Hume et Bryce, 2003 sur 118, souligne que l'éducation est un élément nodal de la conscience nationale et que la croyance dans la valeur et les fins de l'éducation reste liée à un sentiment d'identité nationale. Cet exemple de récit collectif repose sur un mythe fondateur développé en Écosse, qui n'est pas sans rappeler le modèle français, celui d'une société égalitaire et fondée sur le mérite, attachée à la notion de service public et où l'aptitude et la réussite plus que l'appartenance à une classe ou le statut social entraînent la reconnaissance. Ce sont dans ce cadre les institutions publiques, et seulement elles, qui sont les garantes du bien commun et de son amélioration, Hume et Bryce 2003 sur 109. Considérons à présent comment ce type de récit collectif, et ses connexions à des politiques réformatrices, peuvent fournir des ressources pour l'école et les enseignants dans le contexte écossais. La politique globale revisitée, les enseignants en Écosse. Bien que la modernisation des professions, y compris celle d'enseignants, soit un phénomène largement répandu et présentant des traits communs dans des contextes variés, des différences substantielles et significatives persistent. Elles sont liées aux formes d'appropriation déployées dans ces contextes par les décideurs et les acteurs locaux confrontés aux mêmes problèmes, mais s'inscrivant dans des espaces culturels spécifiques. Ces singularités sont significatives dès lors qu'on observe la façon dont sont problématisés et entrepris les projets de modernisation de l'école. Concernant les enseignants, de nombreuses caractéristiques de la situation écossaise éclairent les positions adoptées par les différents acteurs politiques. On observe ainsi un souci constant de négociation entre les autorités locales, qui emploient les professeurs, les gouvernants et la profession, notamment sur la question des salaires et des conditions de travail. L'une des différences majeures avec l'Angleterre est qu'en Écosse, il n'existe pas de programme scolaire national. De la même manière, les qualifications des enseignants diffèrent et la mesure de la performance ne repose pas sur des injonctions et des évaluations externes, mais sur des évaluations internes et collégiales, voir Bryce et Hume 2003 pour une étude compréhensive de l'éducation en Écosse. Ces différences sont importantes dans la formulation du cadre réglementaire au sein duquel la profession opère, et dans la conception et l'image que la profession a et donne d'elle-même, apparaissant plus respectée et moins soumise à la suspicion que dans le contexte anglais. Ces différences témoignent d'un soutien plus ferme, très lié au récit collectif que nous dessinions plus haut, à une profession plus autonome et s'inscrivant dans un cadre politique plus consensuel qu'en Angleterre. Le rôle des enseignants dans la production de la réglementation est entretenu par l'influence pérenne d'une profession organisée, par l'intermédiaire de son plus grand syndicat, l'Educational Institute of Scotland, EIS, et par son organisation professionnelle, le General Teaching Council for Scotland, GTCS. Chacune de ces organisations est emblématique du particularisme écossais. L'EIS représente tous les enseignants de la maternelle à l'enseignement supérieur et a une orientation professionnelle, son premier objectif étant la promotion de l'apprentissage, Forrester 2003 sur 1010. Cette orientation professionnelle et sa représentativité font d'elle une organisation très influente. En complément, le GTCS est l'indice autant que le garant du statut traditionnellement élevé des enseignants en Écosse, et illustre la force des liens qui unissent l'université et la profession. Le GTCS a été établi en 1966.
Tous les professeurs écossais disposent d'une qualification académique et professionnelle. L'enregistrement auprès du ETCS est une condition d'embauche dans les écoles publiques, 95% des écoles écossaises. Dès sa création, le GTCS a eu une fonction d'accréditation des programmes de formation initiale des professeurs, Initial Teacher Education. Désormais, ses responsabilités s'étendent au dispositif national d'entrée dans le métier, Induction SHEM, et recouvrent la formation professionnelle continue, Continuous Professional Development (CPD). L'élargissement de ces activités comprend un engagement public plus fort et la conduite du débat professionnel, McKeever 2003/1021. Le GTCS a joué un rôle majeur dans les récents aménagements réglementaires de la profession. La campagne de revendication sur la hausse des salaires et les conditions de travail des enseignants écossais dans les années 1980 et 1990 fut menée en parallèle avec la lutte contre le projet du gouvernement conservateur britannique d'introduire en Écosse des politiques éducatives guidées par le marché. À la suite des élections du New Labour en 1997, la commission Macquarie sur les salaires et les conditions de travail des enseignants a émis un rapport important, A Teaching Profession for the 21st Century, site 2000. Ce rapport a été largement mis en œuvre par le Parlement écossais. De manière significative, une conséquence importante du rapport Macquarie a été d'augmenter considérablement le salaire des professeurs en l'accompagnant d'une réduction des heures d'enseignement, (SIC). La structure hiérarchique a été par ailleurs assouplie de façon à soutenir un modèle plus collégial de professionnalisme, à travers l'instauration d'un statut professionnel avancé, Chartered Teacher Status, reconnaissant l'excellence pédagogique et offrant une alternative à la voie managériale. Cela a permis la reconnaissance et le soutien d'un professionnalisme élargi et démocratique dans lequel, au sein de chaque école, les enseignants décident collectivement des activités les plus à même de promouvoir le bon fonctionnement de l'établissement. Scottish Executive 2000/28, cité dans McDonald 2004/414. Ces quelques points illustrent le soutien public pour l'éducation et le corps enseignant au sein du nouveau contexte politique écossais, soutien qui est assuré par la revitalisation d'un récit collectif, cohérent, qui permet de contenir les tendances technicistes et standardisantes qui ont été mises en place dans le contexte anglais. Conclusion. L'éducation est un domaine politique prioritaire qui est aujourd'hui devenu un élément central de compétitivité dans une économie mondialisée. À un niveau international, on observe un ensemble cohérent de thématiques et de processus au moyen desquels les décideurs politiques ont entrepris de réformer les systèmes éducatifs. Ces programmes, y compris ceux destinés à réformer la profession d'enseignant, interagissent avec les traditions, les institutions et les politiques ancrées dans des espaces nationaux. L'éducation demeure fortement enracinée dans les cultures nationales, ce qui ne va pas sans entraîner des tensions entre les pratiques et les formes d'administration scolaire locale et le programme global de modernisation. Singulièrement, le processus de modernisation peut produire un affermissement des référentiels démocratiques locaux et des formes culturelles de définition de la fonction sociale de l'école et des enseignants, sous la menace d'un radicalisme réformateur centré sur le marché. En d'autres termes, il peut favoriser la globalisation vernaculaire annoncée par Appadurai, 1996. En Écosse, les récits collectifs trouvent ainsi un nouveau souffle avec les initiatives du Parlement écossais, dont l'action soutient un imaginaire national qui rejette le radicalisme libéral du gouvernement britannique. La profession enseignante en Écosse se trouve ainsi redéfinie à la fois dans la continuité de son histoire, en même temps qu'en contrepoint aux réformes de la profession en Angleterre. Notre propos était de souligner le fait que toute politique éducative, y compris la politique de modernisation de l'école et du corps enseignant, se fonde sur la confrontation entre des politiques et des discours nomades, et les singularités politiques propres à un espace culturel donné. L'Écosse présente un cas singulier intéressant à examiner dans une perspective de sociologie politique, qui reconnaît la cohérence des thèmes politiques à un niveau transnational, mais qui explore ce que Macron appelle les conditions sous lesquelles certains processus globaux ont un impact différentiel, Macron 2001/6. Ces conditions comprennent bien sûr
les politiques du changement éducationnel aussi bien que les conditions politiques qui sous-tendent ces changements. Nous avons tenté de mettre en évidence dans ce chapitre la nécessité de comprendre la modernisation du corps enseignant comme un processus politique et culturel, plutôt que technique. L'étude EGSIE indique que les processus de restructuration et les procédures de décentralisation et de dévolution en éducation produisent une augmentation de l'autorégulation par les enseignants, les apprenants et les administrateurs dans des systèmes éducatifs reconfigurés. Alors qu'on peut considérer les programmes de redéfinition du bien commun, ou welfare, au prisme du néolibéralisme, comme un exemple de politique nomade dans un contexte de déclin de l'influence de l'État, ces programmes, cependant, peuvent être pondérés, refaçonnés par des imaginaires ou des récits collectifs, qui leur donnent une tonalité nouvelle, comme c'est le cas de l'Écosse lorsqu'elle promeut un professionnalisme démocratique appuyé sur des valeurs communautaires. Dans un système hybride dans lequel se dessine un vaste espace de gouvernance, rien n'est cependant inéluctable et il demeure une possibilité de construire une école qui reste marquée par une culture, par son histoire et par la façon dont elle se projette. Traduit de l'anglais par S. Blanche, E. Brizard et R. Mallet. Les mondes scolaires et enseignants et la construction culturelle et politique du sens. Régis Mallet, Université Lille 3. Introduction. Le propos de ce chapitre est de mettre en perspective les dynamiques transnationales observables en matière de politique scolaire dans la période contemporaine, avec les cadres nationaux de formation du sens de l'école et du métier d'enseignant, ce à partir d'un double examen historique. Celui de la construction culturelle, sociale et politique de l'école en France et en Angleterre, éclairante selon nous par les conceptions de la fonction sociale de l'école et des enseignants qu'elle traduit, pour la compréhension des évolutions récentes des formes d'administration scolaire dans les deux pays. Celui des rapports entre expertise scientifique et contexte sociopolitique. L'hypothèse que nous formulons avec ce second axe d'interrogation est que les cadres nationaux conservent une fonction décisive de médiation, non seulement dans la reformulation des politiques scolaires, objet du premier point, mais aussi dans l'intelligibilité des variations des formes du savoir social sur l'école et le métier d'enseignant. Cet effort de contextualisation souhaite souligner le fait que la recherche sur l'école et les enseignants est marquée par des interactions constantes entre des objets historiquement situés et des points de vue sur ces objets qui ne le sont pas moins. À ce titre, cette historicisation de l'objet et des discours sur l'objet qui en assure la visibilité sociale participe en quelque sorte d'une double herméneutique, Giddens, 1974, rendue propice, voire nécessaire par le propos comparatif et international de cet ouvrage. L'école, un concept générique plus ou moins restrictif. L'anglais et le français disposent du même mot pour désigner l'institution délivrant l'enseignement. École et school. L'origine grecque leur est commune, scolae, loisir puis études. Même si dans son acception générique, le mot, aussi bien que le qualificatif qui en est dérivé scolaire, désigne en français tous les niveaux d'enseignement de la maternelle au lycée, il qualifie de façon plus restrictive en France qu'en Angleterre les institutions d'enseignement du premier degré, les écoles primaires. La majorité des contributions de cet ouvrage prenant pour cadre d'étude le second degré, il est intéressant de pointer l'usage distinctif du terme dans les deux contextes. Les établissements d'enseignement secondaire ont en effet dès leur origine affiché une identité distinctive en France, du fait d'une création antérieure à celle des écoles primaires, 1805 pour les lycées avec l'université impériale, 1833 pour les écoles primaires avec la loi Guizot, tout autant et par la suite que dans un souci de distinction entre l'école du peuple et les lieux d'enseignement accueillant la bourgeoisie. Ainsi parlait-on sous la Troisième République des petites classes des lycées, le terme école étant réservé au premier degré. Même si le clivage scolaire fut comme en France pratiqué jusqu'à la moitié du XXe siècle, le terme school n'a pas subi en Angleterre le même cantonnement socio-sémantique, puisque tant les grammar schools qui ont longtemps accueilli les enfants des milieux favorisés, et qui existent d'ailleurs toujours même si elles reçoivent aujourd'hui une infime minorité d'élèves, que les comprehensive schools, créés en 1964, équivalent britannique des collèges et lycées français, y ont recours. La notion est même généralisée à l'enseignement supérieur School of Art, Education, Economics, Politics,
quand en France, singulièrement, la notion désigne le plus souvent des établissements d'enseignement supérieur hors université, souvent prestigieux, écoles d'architecture, écoles supérieures, grandes écoles. L'école, un mot valise en somme, mais dont l'usage est fortement marqué par la culture et par l'évolution historique de l'offre d'éducation. Des conceptions distinctives de l'enseignement et de l'administration scolaire. Si les systèmes d'enseignement britanniques et français se sont recomposés dans la seconde partie du XXe siècle selon des principes communs, la gratuité, le prolongement de la scolarité obligatoire, l'abandon d'un système élitaire et la fin du clivage scolaire par le continuum primaire-secondaire, les agendas de cette démocratisation des systèmes d'enseignement n'ont pas été identiques, de même que les restructurations auxquelles elles ont donné lieu. Ainsi, en conformité avec la spécificité des liens entre l'individu et la communauté à l'œuvre dans les deux cultures, on trouve des référentiels démocratiques et des formes historiques très spécifiques de construction de l'idée de citoyenneté, qui ont eu et continuent d'avoir des conséquences majeures sur les conceptions de l'enseignement et sur la condition d'enseignants et d'élèves dans les deux pays. La conception française, politique et unitaire de l'école, a promu une citoyenneté abstraite qui renvoie à l'action inclusive de l'État, le modèle centralisé et unificateur français, construit à l'encontre des formes d'appartenance intermédiaires. Le modèle français a accentué plus que d'autres la césure entre sphère publique et privée, et rejeté de la citoyenneté la sphère des intérêts particuliers ou des appartenances autres que nationales, Schnapper 2000. Sur le plan politico-administratif, ce modèle a promu un État central puissant et une autonomie locale très encadrée, l'omniprésence de l'État sur le territoire national étant manifestée par la recherche de l'uniformité dans la mise en œuvre des services publics. Le modèle scolaire français, l'école républicaine, s'est bâti sur ses valeurs d'intégration et de cohésion nationale. Les critères d'universalisme, d'uniformité des programmes et de l'offre d'éducation, aussi bien que de recrutement national des enseignants, sont les indices de ces principes fondateurs. Cette singularité et ce modèle descendant trouvent des résonances dans les contenus et les formes pédagogiques pratiquées, notamment dans le second degré. Le modèle français est ainsi fondé sur le rationalisme, l'encyclopédisme, l'égalitarisme et la laïcité, avec pour conséquence la particularité de laisser à la famille le rôle de la formation morale de l'enfant. La conception anglo-saxonne de l'école et de la citoyenneté est au contraire communautariste. Elle se réfère moins à l'idée d'intégration nationale ou étatique qu'à l'action participative des citoyens dans leur communauté, promouvant une conception moins abstraite, moins exclusive, plus locale et pluraliste de la citoyenneté. Ce modèle s'est construit contre l'absolutisme de l'État et pour une affirmation des droits de l'individu et des libertés locales. Dans le modèle anglo-saxon, on est citoyen par l'appartenance à une communauté particulière, Schnapper 2000/42. D'où une césure moins forte entre sphère publique et sphère privée, les appartenances intermédiaires n'étant pas exclues a priori de conceptions beaucoup plus pragmatiques de l'éducation, Barker 1990. Sur le plan de l'enseignement, on trouve une conception humaniste de l'éducation, fondée sur l'individualisme, le pragmatisme, teintée d'une dimension morale forte, concevant l'école comme une communauté de vie en lien étroit avec son environnement et jouissant d'une forte autonomie. Ainsi, si l'idéal égalitaire à la française a conduit à une conception uniforme et nationale des contenus scolaires, le système anglais a longtemps adopté un modèle opposé, déléguant aux établissements eux-mêmes, après validation des autorités locales, la responsabilité des programmes et des disciplines proposées. Comme le souligne F. Baluto, 1996/75, en Angleterre, la légitimité curriculaire ne se situait pas principalement dans l'action légaliste, mais elle tirait son sens de la rationalité locale. La prescription des savoirs résultait de la réalité sociale et économique de la région. Plus exactement, elle découlait du travail des acteurs locaux autour et au sein des autorités locales, parents, chefs d'entreprise, enseignants. En accord avec ces principes promouvant la liberté locale, c'est à ce niveau que la gestion des affaires éducatives a longtemps été confiée. L'école est donc traditionnellement en Angleterre l'affaire des unités administratives intermédiaires avant d'être celle de l'État, dont le rôle a longtemps été un rôle d'incitation et d'accompagnement. Si le modèle politico-administratif français
À favoriser un lien de continuité et de médiation entre le centre et la périphérie, le modèle anglais a façonné au contraire un système politique dual, Bulpitt 2003. Sur le plan éducatif, le modèle anglais promeut une dimension morale forte, non exclusive ou contradictoire avec cette conception libérale, un souci de partir de l'individu et de ses potentialités propres, Child-Centered Education, moins propice à ce titre à une uniformisation des parcours et des curricula. Cette dimension morale de l'éducation prend son origine dans les grammar schools aussi bien que dans les public schools. Les comprehensive schools, créés dans les années 1960, ont assumé cet héritage en instituant cette dimension morale de l'action éducative au travers du pastoral care qui désigne en Angleterre le rôle social et moral des enseignants, PSE, Personal and Social Education, fonction sociale réaffirmée dans la réforme de l'éducation, Education Act de 1988, qui prévoit la responsabilité des enseignants dans le développement moral, spirituel, social et culturel des élèves. En France, malgré un rapprochement croissant avec le monde du travail, notamment avec la création des lycées technologiques et professionnels, qui attestent d'une prise en compte d'une rationalité économique et du recul des savoirs des intéressés, et à la faveur d'un modèle plus déconcentré des pouvoirs éducatifs qui a vu une certaine autonomisation des établissements, il semble qu'on soit encore dans une approche consécutive scolarisation-qualification-emploi, en accord avec le centralisme français et la fonction distributive en termes d'emploi de l'État, qui explique en partie la crispation autour des diplômes et des hiérarchies scolaires que des systèmes plus libéraux et moins centralisés comme l'Angleterre dans leur conception connaissent moins. Des évolutions paradoxales des formes d'administration de l'école. La période contemporaine témoigne d'une remise en cause des principes qui ont présidé au développement et à l'administration de l'école en Angleterre et en France. En effet, les deux pays ont progressivement adopté des formes d'administration scolaire en rupture profonde avec les modèles à l'œuvre jusqu'alors. En Angleterre, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.